La manipulation sur Internet. Un sujet bien d'actualité, hein. Ouais, en réalité, il l'a toujours été, hein. La preuve, l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, elle date de 2003. Et dans ce cas, pas de question d'argent, pas de faux Brad Pitt, pas de brouteur, juste un pauvre gamin, un peu paumé, bien naïf, et qui va être manipulé pour tuer. Je vous raconte? Nous sommes en février 2003 dans la banlieue de Manchester. Marc a 16 ans, il est fils unique de parents ouvriers, un élève moyen, mais ma foi plutôt bien élevé, intéressé surtout par le foot et les filles, qui d'ailleurs le lui rendent bien, hein. Et comme beaucoup de jeunes de son âge, dont vous avez peut-être fait partie vous-même, il passe beaucoup de temps sur MSN Messenger. Ah, les souvenirs, hein. MSN. Comme Anthony, ils sont des millions d'adolescents à utiliser ce logiciel édité par Microsoft. Et c'est dans un salon de discussion générale où on parle de mode, de cinéma ou de sport que Marc rencontre Rachel. Elle a 16 ans, elle aussi. Elle plaît beaucoup à Marc depuis qu'il a vu sa photo de profil. Alors ils échangent quelques banalités ensemble sur le chat général et puis très vite il l'invite à discuter en privé. Rachel se joindra à lui et à partir de là ils passeront des heures et des heures, des nuits entières même à discuter ensemble. Jusqu'au jour où Rachel décide de parler à Marc de John, son meilleur ami, car elle est persuadée qu'ils vont bien s'entendre tous les deux. Et en effet, ça matche très très bien entre les deux garçons, puisqu'ils vont même devenir amis dans la vraie vie. Tellement amis même qu'ils deviendront confidents, et Marc un jour dira à John qu'il est en train de tomber amoureux de Rachel, même s'il ne l'a jamais rencontrée. Et ça tombe bien, puisque Rachel l'invite à la voir pour de vrai. Seulement au dernier moment, Marc se dégonfle. Rachel va réitérer son invitation encore 3 ou 4 fois, et à chaque fois, Marc, au dernier moment, se dégonfle. Et puis il finira par enfin prendre son courage à deux mains et à son tour invitera Rachel à le voir. Et c'est à elle maintenant de trouver mille et une excuses pour ne pas le rencontrer. Au bout de 3-4 parties comme ça à jouer au chat et à la souris, Rachel et Marc décident finalement que leur relation serait mieux si elle restait purement virtuelle. La vie reprend son cours donc sur MSN et puis dans la vraie vie, hein, puisque John et Marc se voient toujours. Rachel est toujours présente dans les discussions, comme si de rien n'était, ces trois-là s'entendent toujours très bien. Et un jour, un dénommé Kevin apparaît sur le chat général. Il écrit en rose, est très vulgaire, il se fait vite remarquer, hein. Il se définit lui-même comme un fétichiste des pieds stalker. À ce moment-là, tous les jeunes qui fréquentent le salon de discussion se disent que voilà, on est en présence d'une personne qui est simplement en manque d'attention, mais absolument pas dangereux. Je suis un vrai voyou, je suis respecté comme c'est pequeño. Jusqu'au jour où Marc reçoit un mail de Kevin. Dans celui-ci, Kevin dit à Marc qu'il sait qu'il est le petit copain de Rachel, qu'il va la traquer et qu'il va lui faire du mal. Et quand il en aura fini avec elle, il s'en prendra également à John. Je vous préviens, c'est là que ça commence à devenir très glauque, hein. Kevin dit à Marc que s'il souhaite éviter ça, il faut qu'il se masturbe devant sa caméra dans une conversation privée. Marc va obtempérer. Il en parlera à John et Rachel le lendemain, et ces deux-là lui diront « Mais ne prends pas ce gars au sérieux, n'obéis pas à ce qu'il te demande, il est probablement absolument pas dangereux. » Sauf que le jour suivant, Marc se connecte au groupe privé qu'il forme avec John et Rachel ne se connecte pas. Il attend, pas de Rachel. Il retourne ensuite sur le salon de discussion générale, où tous les jeunes se retrouvent, vous le savez, et il demande à tout le monde si Rachel s'est connectée dans la journée. Pas de connexion de Rachel aujourd'hui. Et revoilà Kevin qui envoie un nouveau mail à Marc. Il affirme qu'il détient Rachel et que s'il veut qu'il la libère, il devra se masturber à nouveau devant sa caméra tout en lui montrant ses pieds. Avec l'interdiction formelle, évidemment, de prévenir la police. Marc s'exécutera encore une fois. Je vous rappelle qu'il est fou amoureux de Rachel, hein, toujours. Et Kevin finira par lui dire que c'est bon, il l'a libéré. Rachel réapparaît dans la soirée, remercie chaleureusement Marc et lui propose de le remercier en personne en se rencontrant cette fois-ci pour de bon, en vrai, pour lui faire un gros câlin. Ils se donnent alors rendez-vous auquel Marc se rendra, mais malheureusement, Rachel ne s'y présentera jamais. Ni à ce rendez-vous, ni sur MSN. On ne la verra plus. Ni elle, ni Kevin. Évidemment, Marc et John sillonnent le salon de discussion à la recherche de news de Rachel, demandent à tout le monde si elle s'est connectée et s'ils ont des nouvelles, mais absolument personne n'en a. Et un jour, une rumeur éclate, Rachel aurait été victime d'un viol collectif, puis assassinée. Et puisque aucun de ces jeunes gens ne juge utile d'en parler à la police ou même à leurs parents, eh bien, là encore une fois, la vie continue.
John et Mark restent les meilleurs amis du monde, ils se voient régulièrement à nouveau, et Rachel est vite oubliée. Alors l'histoire là déjà, c'est costaud, hein, mais c'est rien. C'est rien comparé à ce qui va suivre. Un mois plus tard, Mark est cette fois-ci contacté par Janet Dobinson. Elle a 44 ans, 2 enfants, mal mariée mais mariée, et elle est agent immobilier. Enfin, en façade. Car en réalité, elle travaille pour les services secrets britanniques. Et elle est là pour recruter Mark. S'il accepte, il sera couvert de gloire et d'argent. Bon, je sais ce que vous vous dites, hein, Mark, oui, Il est con ou il fait semblant? c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, c'est certain, hein. Ah, il est clair que Janet, elle a trouvé le profil idéal pour faire de lui sa marionnette. Mark se voit bien quand même en nouveau James Bond, hein. Alors il accepte et lui demande quelles seront les modalités. Janet lui dit qu'il devra passer des tests, qu'il devra certainement faire des choses très très difficiles, et surtout qu'il ne doit en parler à personne. Mark tiendra sa parole, il n'en parlera à personne, ni même à John. Janet poursuit. Mark, si tu réussis ces tests, tu iras à Londres rencontrer la reine et c'est elle qui officialisera ta position d'agent secret. Bon, Mark demande quand même à Janet pourquoi lui et pas un autre. Et alors là, extraordinaire. Mark a été choisi parce que c'est un proche de John. Et John, en réalité, il ne s'appelle pas John, il s'appelle James Bell. Et c'est une personne extrêmement importante. Et elle ne pourra lui dire pourquoi qu'à la condition qu'il réussisse son premier test. Celui-ci est prévu le lendemain. Ça semble pas compliqué comme ça. Son premier test, c'est escorter John toute la journée. John, il a 14 ans. Il a cours le lendemain déjà, hein. Mais Mark se démonte pas. Il appelle John. Il lui dit viens, on se voit demain. On passe la journée ensemble au centre commercial. On traîne à Manchester. Et t'inquiète pas, je m'occupe de tout. J'appelle ton école. Je lui dis que t'as rendez-vous chez le dentiste. Et comme ça, on peut passer la journée ensemble. Ça fonctionne. John est d'accord et il retrouve Mark le lendemain. Ils passent donc toute la journée à traîner tous les deux. Mark escortera bien John jusqu'à son domicile, et lorsqu'à son tour il rentre chez lui, dans sa boîte mail, un nouveau message de Janet. Dans celui-ci, elle lui explique que toute la journée, les deux garçons étaient suivis par des agents à elle. Le vendeur de glace, c'était un espion. Le vendeur dans ce magasin, également. Le serveur, dans ce bar, était aussi un espion. Et tous attestent que Mark s'est parfaitement acquitté de sa mission. Le moment est donc venu pour Mark de savoir pourquoi John, enfin James Bell, est si important. Alors écoutez bien, parce que l'histoire de Janet, elle est gratinée. Tout au fond de l'océan Atlantique se trouve un grand coffre. Et dans ce grand coffre, on trouve des joyaux merveilleux, pour une valeur de 568 milliards de livres, joyaux qui appartiendraient à la reine. Et ce coffre, seules quelques personnes dans le monde connaissent son existence. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec John? Eh bien c'est parce que ce coffre est équipé d'un système de reconnaissance faciale, et c'est le visage de John qui permet de l'ouvrir. Ah oui, non, mais je vous avais dit, hein. Je vous avais dit, Mark, on va dire qu'il est naïf. Le moment est donc venu pour Janet d'annoncer à Mark quel sera son dernier test. John est atteint d'une tumeur au cerveau incurable, et ses jours sont comptés. Voici donc le dernier test de Mark, tuer John. Bon, là, Mark, il a quand même 2-3 questions à poser à Janet, hein. D'abord, pourquoi tuer John? Alors, elle lui répond que il lui reste que quelques jours à vivre, et que si son corps tombait entre les mains d'ennemis de la nation, ce serait dramatique, car il pourrait donc l'utiliser pour ouvrir ce coffre. Mais ce ne serait pas commettre un meurtre? Non, pas dans ce cas. Là, ça va. Et si je le fais, qu'est-ce que j'aurai en retour? Alors là, Janet, elle sort le grand jeu. Mark aura tout de suite un chèque de 80 millions de livres, comme un premier chèque de paye. Il sera donc reçu par la reine pour être officialisé agent secret de Sa Majesté. Et en plus, il pourra obtenir des faveurs sexuelles de Janet, en fait, qui bien sûr n'attendait que ça depuis tout ce temps. Apparemment, ça semble assez crédible pour Mark, puisqu'il accepte la mission, et donc Janet va pouvoir lui expliquer le déroulé du lendemain. Mark, qui est donc désormais l'agent 47695, doit faire comme d'habitude, traîner dans les magasins, lui dire qu'il doit aller acheter un couteau pour faire plaisir à sa maman, ensuite l'attirer dans une ruelle et le planter. Pour être certain que John ne s'en tire pas, il devra attendre 20 minutes avant d'appeler les secours. Il existe cependant un code d'annulation. Ce code, c'est le 6969. Si Mark entend qui que ce soit lors de cette journée le prononcer, l'opération est annulée. Mark ne doit pas s'enfuir, ça en ferait un suspect. Il doit inventer un agresseur quelconque et ne pas s'en faire, puisque lorsqu'arriveront la police et les secours, Janet sera présente, elle se fera passer pour un agent de police et Mark la reconnaîtra sans problème puisqu'il connaît sa photo de profil. Le lendemain, Mark fera tout comme Janet avait dit. Il n'entendra personne prononcer le code d'annulation 6969 et dans la Green Goose Alley, il va enfoncer son couteau à 2 reprises dans le ventre de John en lui disant « Je t'aime, bro »
puis il attendra 20 minutes, comme prévu, avant d'appeler les secours. Lorsque ceux-ci arrivèrent, vous vous en doutez, Janet n'est pas là. Elle n'était pas là parce qu'elle n'existe pas. Ni 189 autres profils qui étaient des habitués ou des gens de passage des salons de discussion que fréquentaient John et Mark. Tous ces comptes n'étaient gérés que par une seule et même personne. Mais alors, qui a piloté Mark et pour quelle raison? Reprenons les points clés de cette histoire, mais cette fois-ci en se concentrant sur John. Il a 14 ans, il est très bon élève, il est dans une école prestigieuse, c'est un garçon charmant, intelligent, et pourtant, tout n'est pas si rose dans sa vie. Il découvre à 4 ans que celui qui pense être son père ne l'est pas. Qu'en réalité, son père était une personne violente, qui avait agressé sa mère sexuellement, également physiquement, et avait même essayé de l'enlever lui. Elle a donc refait sa vie ensuite, et jusqu'à ses 7 ans, John a eu l'occasion de vivre avec un beau-père qui, lui, était drogué. Et lorsqu'il se sépare avec sa maman, celle-ci tombe dans la dépression. Et John, à force de l'entendre pleurer tous les jours, finit lui aussi par développer des troubles. Il s'automutile, il a des tocs assez sévères, et pour couronner le tout, il subit du harcèlement à l'école puisqu'on le traite tantôt de paki, tantôt de gay, sous prétexte que son père aurait des origines pakistanaises ou parce qu'il serait entouré souvent de filles. Lorsque sa mère refait sa vie, John se sent délaissé. Elle n'a plus beaucoup de temps pour lui et c'est à partir de là donc qu'il commence à vraiment traîner très souvent sur Internet, notamment sur MSN comme on l'a vu. Et c'est donc dans ce contexte qu'il rencontre Mark. Et il en tombe amoureux. Ne sachant pas comment faire pour s'attirer les faveurs de Mark et se rapprocher de lui, eh bien il crée Rachel. Mais lorsqu'il voit que Mark tombe amoureux de Rachel, il devient jaloux du personnage et décide de la faire souffrir. Et donc, Mark avec, en la séquestrant, en l'humiliant, en la violant, et même donc finalement en la tuant, il atteint Mark, il le fragilise. Pour ceci, vous l'avez vu, il a créé le personnage de Kevin. Kevin le sadique qui écrira à Mark qu'il l'a frappé et frappé encore dans son ventre, que son sang a taché tous ses draps, et qu'elle a hurlé et hurlé encore son nom, mais qu'il n'a jamais été là pour elle. Mark, comme je l'ai dit, était donc très affecté par la disparition de Rachel, et John en a profité pour se rapprocher. Lors d'une soirée entre deux, où les deux garçons ont dormi chez la maman de John, ils ont même eu des rapports sexuels oraux. Et quand il a constaté à quel point Mark était naïf, il est allé toujours plus loin jusqu'à créer Janet, donc des services secrets, pour faire de Mark son garde du corps. C'était tout bénef, comme ça il pouvait voir Mark tous les jours ou presque toute la journée, et en plus Janet lui demandait elle aussi de se masturber devant la caméra, donc John avait aussi cet intérêt-là. John est devenu totalement accro à l'écriture de ses scénarios et de ses personnages, de leur vie, de leur passé, si bien que tous les jours de 16h à 7h, il ne faisait que ça. Il ne mangeait même plus, il avait sombré dans l'anorexie, il était devenu complètement accro. Il ne ressentait même plus la fatigue. Par contre, ses notes, elles, à l'école, chutaient drastiquement. Au bout de quelques mois, à force d'aller toujours plus loin dans l'absurde, John s'est dit que Mark finirait bien par découvrir la supercherie. Et plutôt que de lui avouer, il a préféré mettre fin à ses jours. Il a inventé ce stratagème pour avoir une fin, on va dire, romantique à souhait. Et bien qu'il se soit laissé la possibilité de changer d'avis jusqu'à la dernière seconde avec cette histoire de code d'annulation 6969, il ne l'a jamais utilisé. Mais bien que Mark ait attendu 20 minutes comme convenu avant d'appeler les secours, et qu'il ait un rein et le foie perforés, après plusieurs semaines en soins intensifs, John finit par s'en sortir. Interrogé dans un premier temps en tant que témoin, Mark déclara à la police que John avait été agressé par un jeune homme à peu près dans la vingtaine, vêtu d'un jogging et d'une capuche. John tiendra exactement le même discours, protégeant ainsi son ami. Le seul problème, c'est que l'allée en question disposait de caméras de surveillance. 4 mois plus tard, après une enquête minutieuse, John est interpellé. Le 28 mai 2004, à Manchester, le procès de John et Mark s'ouvre. Il fut d'abord établi que les 189 comptes dont je parlais tout à l'heure ont tous été créés, gérés et utilisés par une seule et même personne, John. Il était donc bien à la fois la victime et le commanditaire du crime. Une première dans l'histoire judiciaire britannique. Il est l'inventeur d'une des façons les plus alambiquées de se suicider. Il sera donc le premier à être inculpé comme commanditaire de son propre meurtre. 58 000 lignes de conversation sont épluchées dans lesquelles John est tour à tour Kevin, Janet, Rachel, le vendeur de glace, le serveur et encore bien d'autres qui servaient eux uniquement à crédibiliser les personnages principaux. Le procureur Nicholas Clark a déclaré que ces histoires étaient comme un feuilleton à suivre sur Internet où tout était relativement cohérent et que chaque situation était plus fantastique encore que la précédente. Bien sûr, John avait commis des erreurs dans son narratif. Il y avait parfois des personnages qui portaient le même nom alors qu'ils n'étaient pas de la même famille, d'autres qui étaient de la même famille mais qui ne portaient pas le même nom. Mais bon, Mark était n'avait plus la lucidité nécessaire pour s'en rendre compte. Il est con, lui. Le pompon? Allez, je vous l'avais pas raconté pour maintenir le suspense, mais à un moment donné, John fait même réapparaître Rachel. Finalement, elle n'était pas morte, elle était dans le coma. Et alors là, extraordinaire,
pendant qu'elle était dans le coma, elle a donné naissance au bébé de Marc. Bébé qu'ils ont conçu par l'opération du Saint-Esprit, manifestement. Il faut quand même avoir des bollocks pour la sortir sans perdre une dent, celle-là. Absolument n'importe quoi, mais à ce moment-là, Marc, il est complètement sous emprise. John raconta, lui, qu'inventer toutes ces histoires, c'était pire qu'une drogue, et que se jouer de Marc comme ça, c'était un petit peu comme donner des friandises à un chien. Et Marc, toujours un bien brave garçon, a essayé d'estomper la responsabilité de son ami, en disant qu'en fait, il n'était pas tant sous emprise, il avait entendu des voix le poussant à le faire. Marc, dont la véritable identité restera confidentielle, s'en sort avec 8 mois de prison ferme et 2 avec sursis pour tentative de meurtre. John, quant à lui, prendra seulement 3 mois avec sursis. Les deux garçons ont reçu tous deux l'interdiction de rentrer en contact l'un et l'autre pendant 2 ans. L'agression de John était parue dans la presse. À cette époque, il n'était qu'une victime et pas un commanditaire. Donc, il était légal de dévoiler son nom. John s'appelle en réalité Daniel Lomas. Et quand, quelques années plus tard, sa petite copine du moment tombe sur l'article en question et qu'elle lui demande comment cette agression s'est déroulée, Daniel lui répondit qu'il s'agissait d'une vengeance car il avait démasqué un tueur en cavale. C'est tout pour aujourd'hui, les curieuses et les curieux. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mais surtout partagez, likez, commentez. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures encore plus dingues. Ouais, salut. Non, c'est juste parce que son histoire de meurtre, là, ça m'en rappelle une. C'est un mec qui fait de la moto, il roule tranquillement, et puis, oh bah pas de chance, il y a un oiseau, il traverse la route, et paf, il se le mange dans le casque. Ah bon, le mec, il est emmerdé, quoi, quand même. Bon, ce qu'il fait, c'est que il s'arrête, et puis il ramasse le petit oiseau, comme ça. Puis l'oiseau, il est inconscient, mais peut-être il est pas mort. Alors le gars, bah, il le met dans sa poche, et puis il rentre chez lui. Puis une fois à la maison, et ben le petit oiseau, il lui fait une petite boîte d'allumettes avec du coton, il l'installe là-dedans, il essaie de le soigner un petit peu. Bon, il le pose, il lui met une petite gamelle d'eau, il lui met une petite gamelle aussi avec un petit peu de miettes de pain dedans pour voir s'il se réveille, comme ça il aura à boire et à manger. Et puis comme ça va être la nuit, et ben le gars il le met dans une petite cage comme ça, et il se dit bah si demain matin au moins il se réveille, il s'envolera pas, il sera pas en panique, je pourrais le récupérer. Alors la nuit se passe. Et puis vers 3 heures du matin, l'oiseau il se réveille. Il se réveille. Et l'oiseau il dit oh là là, une gamelle d'eau, une gamelle de pain, des barreaux. Ah là là, j'ai tué un motard. Oula. Gontran, c'est toi encore qui fouille dans mon studio là? Gontran?